Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Une nouvelle liste de médicaments sur la sellette. La Haute Autorité de la Santé propose le déremboursement total de 89 produits. Il s'agit notamment de traitements pour la circulation artérielle. Ils sont morts pour sauver des vies. 4 personnes, dont un chirurgien et un interne qui partaient effectuer un prélèvement en vue d'une greffe, sont mortes dans l'accident d'un petit avion à Besançon. Fermeté ou surenchère, Nicolas Sarkozy annonce que l'agression d'un représentant des forces de l'ordre sera considérée comme un crime. Les fautifs devront passer en cour d'assises. Les magistrats parlent de démagogie. Aux États-Unis, quelques mots qui pèsent lourd. George Bush a admis une comparaison possible entre la guerre d'Irak et celle du Vietnam. Au moins 63 personnes ont été tuées aujourd'hui encore sur place. Vétusté, fort taux d'échec, décalage avec l'emploi, comment redonner des couleurs à l'université. Le rapport de la commission sera remis mardi au gouvernement. C'est le dossier de cette édition. Enfin, la performance d'une équipe de chirurgiens lillois qui a réussi les premières greffes de trachée. Elles vont permettre de soigner certains types de cancers, jusque-là incurables. On l'entend souvent, les Français consomment trop de médicaments. Le gouvernement va donc procéder à une nouvelle vague de déremboursement par la sécurité sociale. La Haute Autorité de Santé a rendu ses conclusions. Elle propose que 89 traitements ne soient plus du tout pris en charge. Certains sont très prescrits, les vasodilatateurs notamment. Voilà à quoi il faut s'attendre avec Florence Mavic et Guillaume Michel. Voici quelques-unes des victimes des précédents déremboursements. Les vénotoniques. On les utilise pour soigner les jambes lourdes. Voilà, petite erreur de chargement. Nous revenons sur cette décision, sur cette recommandation donc, de la Haute Autorité de Santé concernant ces 89 nouveaux médicaments qui ne seraient plus pris en charge. Explication Florence Mavic. Voici quelques-unes des victimes des précédents déremboursements. Les vénotoniques. On les utilise pour soigner les jambes lourdes et les crises d'hémorroïdes. Depuis 2003, on en est à la 3e vague de déremboursement, avec une accélération cette année. En théorie, ces mesures doivent permettre à la sécurité sociale de faire des économies, près de 960 millions d'euros sur l'ensemble des 3 vagues. Mais est-elle vraiment gagnante? Oui, mais moins que les montants annoncés. Des médecins vont prescrire des médicaments remboursés plus efficaces, mais plus chers. Ou alors, la prescription va glisser vers des produits dérivés, comme pour les vénotoniques, remplacés par des bas de contention. Nous allons rapidement observer un transfert de charges des dépenses de la Sécu vers des collants de contention, des bas de contention qui, eux, sont très efficaces, mais dont le coût est de très loin supérieur à ce produit. Si la Sécu est gagnante, les patients sont plutôt perdants, puisque déremboursement égale liberté des prix. Le problème, c'est que quand il y a un déremboursement, les prix généralement doublent, voire des fois plus. Nous, on les achète également plus cher. Ce risque d'explosion des prix, le ministère en est conscient. Il convient de tirer les leçons des 2 vagues de déremboursement précédentes qui ont été suivies d'une augmentation importante et anormale des prix de certains médicaments déremboursés. En cette année électorale, on peut imaginer que les décisions annoncées la semaine prochaine répondront à des critères autant politiques que scientifiques. Voilà, vous l'avez compris, il s'agissait de revenir sur les précédentes listes de médicaments qui ne sont plus remboursés. On en vient maintenant à cette 3e vague de déremboursement avec Florence Mavic. Une boîte 2 boîtes. Tanacan, Sermion, Praxilène, des noms familiers qui rythment la vie quotidienne de 300 000 Français, bien décidés à utiliser ces médicaments coûte que coûte. Je m'en sers et je m'en servirai même si c'est déremboursé, parce que je pense que ça m'apporte quelque chose. Souvent prescrits aux personnes âgées, ces médicaments vasodilatateurs sont censés améliorer la circulation sanguine ou diminuer les troubles de la mémoire. Ces produits ont été mis sur le marché il y a longtemps, à une époque où les critères étaient moins contraignants. Des médicaments qui, autrefois, passaient la barre de ces critères, il y a 30 ans, maintenant ne passent plus la barre puisqu'on a une évolution progressive des critères d'exigence actuellement. Cette décision ne choque pas les spécialistes des maladies des vaisseaux. Il y a clairement une exception française de surprescription de ces médicaments et les autres pays n'ont pas plus de pathologies liées à l'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs malgré l'absence de ces médicaments. Un argument qui fait bondir certains généralistes pour qui ces médicaments, quoi qu'on en dise, ont fait leurs preuves. Ah oui, les 2 côtés, dis donc. En fait, ce sont des alibis pour dérembourser des médicaments qui, même si ce ne sont pas des médicaments vitaux, hein,
ce sont des médicaments qui soulagent les gens. Efficacité ou poudre de perlimpinpin, c'est au ministre de la Santé de trancher dans les prochains jours. Toujours à propos de santé, l'émotion, je vous le disais, dans le monde du don d'organes. Un chirurgien et un interne qui partaient en urgence effectuer un prélèvement sont morts dans l'accident de leur avion. Le bimoteur s'est écrasé juste après son décollage à Besançon. Le pilote et le copilote ont également été tués. Jenny Briffa, Jean-Pierre Pasteur. Quelques bouts de tôle froissée et calcinée, c'est tout ce qu'il reste de l'avion. Hier, peu après minuit, il s'écrase, tuant ses 4 occupants, dont les 2 médecins, partis pour prélever un greffon de foie. À Besançon, tout l'hôpital est en deuil. Il avait Benjamin, Pierre-Olivier. Benjamin et Pierre-Olivier, les 2 médecins, Gérard Mention était leur chef de service. Depuis 20 ans, cet accident, on l'évoquait, on y pensait. On le redoutait, tous, quand on était en congrès. Il est arrivé, aujourd'hui, à Besançon. J'ai l'impression, avec ce drame, d'avoir perdu 2 amis, mais aussi un peu ma raison d'être. Les 2 médecins étaient âgés de 34 et 26 ans. Depuis ce matin, une cellule d'aide psychologique accueille leurs collègues. C'est tout simplement des êtres humains en deuil, qui ont perdu des collègues, des connaissances. On est vraiment très touchés, on est tous en deuil, en tout cas on est tous très choqués par rapport à ce qui s'est passé. Le sentiment prioritaire, en tout cas qui réside, c'est qu'on fait corps ensemble. Pour l'instant, les activités de transplantation ont été suspendues, mais bientôt elles reprendront pour que ces hommes et ces femmes continuent à sauver des vies. Les retraités manifestaient aujourd'hui, ils étaient plusieurs milliers dans les rues des grandes villes de France, ici à Marseille, à l'appel des syndicats pour une revalorisation des pensions et des allocations. Il faut savoir que le minimum vieillesse est fixé aujourd'hui à 625 € par mois. 5% des retraités, soit 600 000 personnes, vivent avec cette somme. Coïncidence, c'est aujourd'hui que le gouvernement a présenté par ailleurs une campagne de communication à destination du grand public et des employeurs pour changer le regard sur les plus de 50 ans et favoriser leur retour à l'emploi. Un spot réalisé par Raymond Depardon a été dévoilé. Le voici. Je viens d'être diplômée d'un master en mathématiques. J'ai toujours rêvé d'un bateau, alors j'en ai construit un. J'ai vaincu le cancer. Je peux vous battre aux jeux vidéo à l'aise. J'ai créé un site internet. Je suis allée dans des lieux qui n'existent plus. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que nous sommes trop vieux pour travailler avec vous? Notre avenir se construit à tout âge. Nouvelles interpellations suite aux agressions de policiers à Épinay-sur-Seine. Dans la cité d'Orgemont, 9 personnes âgées de 17 à 21 ans ont été arrêtées, placées en garde à vue. Rappelons qu'un fonctionnaire de la BAC avait été blessé à la mâchoire vendredi dernier dans cette cité. Interpellation également à Orléans, dans le quartier de la Source, pour des jets de projectiles, toujours sur la police. Ces 2 opérations se sont déroulées, cette fois à l'abri des caméras. Le gouvernement, on s'en souvient, avait indiqué qu'il souhaitait renforcer les sanctions contre ce type d'agression. Eh bien, c'est chose faite. L'annonce a été faite par Nicolas Sarkozy et elle provoque déjà une controverse. Les agresseurs de policiers, de gendarmes ou de pompiers seront jugés en cour d'assises. Cela signifie qu'il ne s'agira plus d'un délit, mais d'un crime. Les syndicats de magistrats parlent de démagogie et de mesures inapplicables. Michael Darmon, Marie Cazot. Retour prudent de Nicolas Sarkozy en banlieue, à Villeneuve-la-Garenne, devant la mairie. Officiellement, il est venu pour parler de rénovation urbaine et il en profite pour prévenir les agresseurs de policiers. Ceux qui s'attaqueront à un policier, un gendarme ou un pompier seront dorénavant déférés en cour d'assises pour bien montrer la gravité de gestes, d'attitudes qui sont inadmissibles. Mais cette mesure en droit ne concerne pas tous les types d'agressions sur les policiers. Au Sénat, le garde des Sceaux précise le texte et reprend au passage son droit d'auteur. Le Premier ministre m'a demandé de déposer un amendement dans le texte prévention de la délinquance qui créera une infraction spécifique de violence armée en bande organisée et qu'au lieu d'avoir un quantum de 10 ans, ces violences auront un quantum de 15 ans. C'est le résultat d'une politique plus dure, demandée au gouvernement par Jacques Chirac, qui surveille de près la situation dans les banlieues. Pour Philippe de Villiers, c'est un effet d'annonce. C'est du vent, c'est évident qu'il ne va pas le faire. C'est évident que ce gouvernement ne le fera pas. Et donc, je ne crois pas une seconde que tout à coup, ils vont se réveiller. À gauche, on demande plus de moyens pour la prévention.
Moi, ce que je veux, c'est éviter les agressions de policiers et non pas réagir fortement quand ils sont agressés. La priorité, c'est d'éviter les agressions. Nicolas Sarkozy tient à exprimer son soutien aux policiers, en fait une manière pour lui de marquer l'année des émeutes en banlieue. Alors, faut-il croire à un durcissement des peines généralisées? Hier, 4 personnes ont été condamnées à 1 mois de prison ferme pour un vol de viennoiserie dans une boulangerie de Grenoble. En apparence, la justice a eu la main lourde, mais le procureur a insisté sur le climat de violence qui a entouré les faits, insultes et menaces, et aussi sur les antécédents judiciaires des prévenus, tous déjà condamnés plusieurs fois. Il a souligné également le climat de peur qui règne, selon lui, dans le quartier. C'est dans ce contexte, on l'a entendu, que sera commémorée la semaine prochaine la mort des 2 adolescents dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois qui avait marqué le début de 3 semaines d'émeutes. 1 an est passé et sur place, les bonnes volontés sont à l'œuvre, mais le climat reste tendu. À Clichy-sous-Bois, reportage Daniel Wolfrom, Lionel Langlade. Clichy-sous-Bois, 1 an après, rien n'a changé en apparence. Même horizon, même réalité, difficile à vivre. Et pourtant, certains croient fort en l'avenir de cette ville. Alors, on construit un hôtel d'activité qui est là. Un hôtel d'activité, c'est-à-dire? Alors, il s'agit, si vous voulez, d'un bâtiment qui est et de l'activité et du bureau. Industriel et commercial. Industriel et commercial, si vous voulez. Orhan Kilik est un homme entreprenant. Depuis 10 ans, il investit là où presque personne ne s'aventure. Le but, amener 150 emplois, au moins, en plein cœur d'un quartier difficile. Mais l'affaire n'est pas simple. Les risques réels, des vandales s'en prennent à son matériel, lui-même est menacé. Alors pourquoi persévérer dans un quartier où règne l'incivilité? Dans la mesure où j'ai déjà investi, j'ai tout intérêt à ce que ce quartier se valorise. J'ai pris un premier risque, un premier pari sur un bâtiment de 3 millions d'euros et sur le deuxième bâtiment, également 3 millions d'euros d'investissement. C'est un pari sur l'avenir. Donc, comme tout pari, ça a aussi des avantages et des inconvénients. Il faut me prendre comme employé aussi. C'est fait pour. Je vous donne un CV. D'habitude, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous êtes en quelle classe là? Là, ouais, vous êtes au lycée là. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Footballeur là. Footballeur, d'accord. Et après? Je vais être, on va être sponsorisé par ça là. Maçon? Ah bah c'est bien. Parce que j'arrive pas à aller à l'école, c'est dur. Donc vous aimeriez être employé par monsieur? Pourquoi pas, mais j'ai pas l'âge. Tu sais que les maçons gagnent plus qu'à ton prof de lycée. Hein. Il y a des grutiers, on a eu des grutiers du quartier qui sont devenus grutiers. Les liens se tissent, encourageants, mais on revient de loin. 29 octobre 2005, marche silencieuse à Clichy-sous-Bois, en hommage aux 2 enfants électrocutés dans un transformateur. Au centre de la tourmente, un maire. Hélas, la France entière nous regarde. Nous aimerions qu'elle nous regarde quand nous démontrons à la France entière que nous savons vivre ensemble, ici, malgré nos origines et malgré nos différences. Ici, il va y avoir 50 logements qui vont être construits. Là, le début se fait dans quelques semaines, qui vont permettre le déménagement des premiers habitants de la Forestière et donc engager le processus de destruction de la Forestière. La Forestière, 510 logements en copropriété complètement dégradés. Depuis 3 ans, le maire planche sur le relogement des populations. Ces immeubles que nous voyons vont être totalement démolis. Alors ils vont être démolis en 2 phases. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des premiers qui vont être démolis là, dans les 3-4 ans qui viennent. Et puis les autres, faudra attendre quand même plutôt une petite dizaine d'années, on va dire. Mais entre-temps, les habitants inquiets se demandent bien ce qu'il va advenir de leurs biens. Les appartements seront rachetés ou pas? Ah oui, bien sûr, on va racheter votre appartement, bien sûr. À quel taux? Alors au prix que l'administration fiscale nous dit, parce que c'est pas nous, hein, la mairie n'achète rien. Hein. Ici, les gens qui ont acheté il y a effectivement 15 ans, 20 ans, ils l'ont acheté très cher. Et comme l'opérateur va racheter au prix des domaines, forcément il va y avoir une différence. Donc j'aimerais que la différence soit comblée. Où tu trouves toi le prix qu'ils sont posés là, le monsieur qui va acheter l'appartement ici? Ça c'est un prix ça? La rénovation de Clichy-sous-Bois commence. Même si tout va bien, ces opérations ne se feront pas sans douleur ni frustration. Elles dureront des années, le temps d'une génération, pour le moins.
Les débats au Parti Socialiste suite. Cette fois, Laurent Fabius, Ségolène Royal et Dominique Strauss-Kahn se retrouvent à Clermont-Ferrand, sans caméra, mais face aux militants. Là encore, il n'y aura pas de confrontation directe, mais une suite de discours et de réponses à des questions de ces mêmes militants. Et puis à noter que le PS et le Parti radical de gauche se sont mis d'accord sur un projet de gouvernement et sur les investitures pour les législatives. Il ne devrait donc pas y avoir de candidat PRG à la présidentielle, même si la députée de la Guyane, Christiane Taubira, souhaite se présenter à nouveau, comme en 2002. À droite, Jean-Pierre Raffarin a été entendu, comme prévu, par les juges chargés de l'affaire Clearstream. L'audition a été longue, 6 heures, et l'ancien Premier ministre n'a pas fait de commentaire à sa sortie. Voilà qui nous amène à la justice. On l'appelle le miraculé de la procédure. Un homme condamné il y a 7 ans pour viol sur sa fille est rejugé aujourd'hui et demain par la Cour d'assises d'Angers. C'est sous la pression de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il a obtenu ce nouveau procès. C'est sans précédent. Michel Ken, c'est son nom, a toujours clamé son innocence. Sur place, Dominique Verdaillan, Arnaud Buste. Elle a changé d'identité. Christelle Ken est devenue Alice Collet. Elle a pris le nom de sa mère comme pour mieux rompre avec son père, celui qu'elle accuse de l'avoir violée depuis l'âge de 11 ans. Des accusations jugées peu crédibles par les premiers magistrats qui innocentent Michel Ken. 1 an plus tard, d'autres juges, à partir du même dossier, le condamnent à 16 ans de réclusion criminelle. 7 ans plus tard, tout est à refaire. Le verdict a été annulé pour une erreur de procédure. D'où aujourd'hui un face-à-face douloureux. Même un simple regard entre eux semble impossible. Je pense que ça va être une épreuve pour elle. Plus pour elle que pour moi. Moi, je sais que je suis innocent. Elle sait que je suis innocent. Par contre, elle m'a accusé. Mais une précédente cour d'assises vous a condamné. Ah, bien sûr. Faute de preuves tangibles, le procès se résume à une étude de personnalité. Un père dépeint comme violent face à une jeune femme fragile. Elle est déterminée, elle sait que ça va être difficile, elle va rester vigilante et elle a compris que son père ne lui ferait aucun cadeau. Les jurés sont face à 2 souffrances, celle d'un père qui crie à l'erreur judiciaire, celle d'une fille que l'on a accusée d'avoir menti. 12 ans après les faits, la justice doit dire de quel côté se trouve la victime. La médiatisation des affaires de pédophilie ces dernières années et aussi la peur de l'agression ont fait émerger une nouvelle discipline de self-défense proposée au départ par un capitaine de police près de Montpellier. Les enfants sont formés à réagir en cas d'attaque ou d'agression d'adultes. Une quinzaine de centres ont déjà ouvert leurs portes. Véronique Gaglione, Cyril Paquier sur place. Vous lui parlez. Attendez, vous me faites peur avec ce couteau. Vous descendez les mains. En fait, vous regardez également le couteau pour ne pas le rater au niveau de la main, ici. Vous avancez, donc mettez les mains vers les poches, ici, et vous repartez directement. Un jour ou l'autre, ils peuvent être agressés, c'est ce qu'ils pensent. Et pour ce moment-là, ils s'entraînent. Bah ouais, ça peut arriver parce que dans la rue, des fois, les gens, peut-être qu'ils veulent notre argent ou ce qu'on a comme portable. Et puis, c'est une technique pour se défendre. Donc c'était pour arrêter l'agression et pour partir. La méthode, c'est ce capitaine de police qui l'a mise au point, de la self-défense pour adultes, adaptée aux enfants. Ça me permet de respirer. Il en a fait un sport à part entière avec sa tenue, ses passages de grade. L'enfant ne maîtrisera jamais l'adulte, mais il apprend le geste réflexe qui peut lui donner sa chance. Allez Yasmine, laisse pas faire, encore, allez. Très bien. C'est pas une question de poids quoi. Les yeux, le génital, c'est des parties ou des comptables dedans. C'est fini quoi. Donc pour eux, c'est l'idéal. Hein. Le but c'est que l'enfant s'enfuit, qu'il puisse partir et qu'il sache rompre l'agression. Je le reprends encore. La discipline vient d'être homologuée par la Fédération européenne d'arts martiaux. Et pour les enfants, c'est un sport comme un autre. Parce que ça me permet aussi un peu de me défouler. Puis en même temps d'apprendre des techniques pour pouvoir se défendre quand il y a besoin. Quoi. Mais ces enfants-là n'auront-ils pas peur de tout le monde? Je ne pense pas, dans la mesure où ils ont de l'assurance, ils seront moins craintifs. Ils auront plus de sérénité, ils n'auront pas d'affolement. Une quinzaine de cours comme celui-là vient d'ouvrir en France avec des enfants de 7 à 13 ans. On leur enseigne que l'instinct de survie s'apprend et se travaille. En bref, un braquage à l'explosif contre un fourgon blindé à Saint-Étienne. Les malfaiteurs ont pris en sandwich le véhicule des convoyeurs de fonds. Ils ont dérobé le contenu du camion avant de prendre la fuite. On ne connaît pas le montant. Il n'y a pas eu de blessés. Les voleurs courent toujours.
Vous vous souvenez sans doute de cette affaire de déchargement toxique en Côte d'Ivoire qui avait fait 10 morts il y a 2 mois. Depuis, la gendarmerie a renforcé ses contrôles dans les ports. Exemple avec ce navire à destination de la Chine, à Dunkerque. Benoît Bringer, Éric Delagneau. 300 000 conteneurs quittent ce port chaque année. Combien contiennent des déchets illégaux? Mystère. Mais quand les gendarmes contrôlent, ils font mouche presque à chaque fois. Vous avez un ensemble de déchets métalliques non triés, en vrac. Il y a l'aluminium contaminé, il y a du cuivre, du fer. Mais également des restes de moteurs, des câbles électriques, des batteries usagées. En tout, 30 tonnes de déchets hautement toxiques. Après être entré dans le conteneur, cet enquêteur va d'ailleurs ressentir les premiers signes d'un malaise. C'est l'air qui est un peu chargé en produit. Ça, c'est pour respirer, mais il suffit de sortir du conteneur. Ces déchets auraient dû être recyclés en France. Leur transport en dehors de nos frontières est interdit. Le propriétaire de ces conteneurs encourt 75 000 € d'amende et 2 ans de prison. Pourtant, les trafics de rebuts ménagers prennent de l'ampleur car ils peuvent s'avérer très lucratifs. Il coûte 10 fois moins cher de recycler les déchets dans certains pays d'Asie ou en Afrique plutôt que dans les pays de l'Union européenne. Des déchets déversés en toute illégalité en Afrique. Dernier exemple marquant, à Abidjan au mois d'août dernier. Des dizaines de tonnes de produits toxiques déchargés par le Probokoala. On compte une dizaine de morts. L'Asie est également touchée, notamment la Chine. C'était la destination des conteneurs contrôlés aujourd'hui au Havre. Ici, les déchets sont triés dans des conditions sanitaires déplorables. Pour un conteneur saisi en Europe, combien passe à travers les contrôles? Difficile à dire, mais ce chiffre se compte certainement en centaines. Les intempéries en France, alerte aux orages élevés partout, sauf en Corse, jusqu'à demain 6 h. Il est donc conseillé de rester prudent si vous habitez sur l'île. Plus impressionnant en Turquie, près de la station balnéaire d'Alanya, ces tornades ont été observées depuis la plage par les touristes. Elles sont apparues après un violent orage. Nouvelle journée particulièrement sanglante en Irak. On a compté au moins 63 morts suite à une série d'attentats, dont celui-ci à Kirkouk contre le siège d'une banque. L'Irak est-il un nouveau Vietnam pour les Américains? Pour la première fois, George Bush a estimé que la comparaison était possible. À quelques jours des élections au Congrès, ce thème du bourbier irakien est plus que jamais au cœur des débats. À Washington, Alain Chalvron, Aaron Diamond. La question est iconoclaste. Peut-on comparer ce qui se passe en Irak avec le Vietnam? Et pour la première fois, George Bush admet la comparaison. C'est possible. Ce qui est évident, c'est qu'ils ont augmenté le niveau de violence. Leur but est de nous infliger assez de dommages pour que nous partions. L'Irak est revenu à la une, avec une violence jamais vue. Des images de chaos total, avec cette ville de Ramadi déclarée émirat sunnite, contrôlé par les insurgés, avec les morts qui se multiplient. Comment sortir de cet enfer? George Bush a confié une mission à James Baker, le très respecté secrétaire d'État de son père, qui pourrait préconiser un retrait progressif des forces américaines et un dialogue avec la Syrie et l'Iran, l'axe du mal. 2 solutions toujours rejetées par George Bush, mais l'opinion publique pousse à une sortie et ça n'est pas ce film qui arrangera les choses. The War Tapes. Les vidéos de guerre. Le film vient de sortir, des caméras ont été données à des soldats et le résultat est terrible. Chaque fois que nous sortons, dit ce soldat, chaque fois, il y a des attaques, c'est incroyable. Les Américains découvrent la guerre telle que la vivent leurs soldats, avec leurs peurs et leurs angoisses. Un film dont la Maison-Blanche se serait bien passée. D'autant qu'il y a des élections au Congrès. Dans 3 semaines, la campagne est dominée par la question irakienne. Et 64% des Américains sont désormais opposés à cette guerre. Une victoire devant les tribunaux pour France 2 et Charles Anderlin. Notre correspondant en Israël avait été accusé d'avoir truqué un reportage sur le petit Mohamed, cet enfant palestinien tué lors d'une fusillade. Philippe Carsanti, président de l'agence Media Ratings, a été condamné pour diffamation. Ce reportage n'avait évidemment rien de truqué. Il ne s'agissait que de la stricte réalité. Charles Anderlin qui vous propose ce soir la deuxième partie de son documentaire, Les années de sang, à suivre sur notre antenne à partir d'1h15. Retour en France avec cette performance d'une équipe de chirurgiens lillois. Ils ont réussi les premières greffes de trachée. Elles vont permettre de soigner certains types de cancers jusque-là incurables. 3 hommes et une femme ont déjà été opérés. Nathalie Sapena.
12 heures d'une opération particulièrement délicate. Ces chirurgiens de Lille remplacent la trachée du patient par un morceau d'aorte prélevé sur un donneur. Une première mondiale qui représente un immense espoir pour les patients atteints d'une forme très rare et incurable de cancer de la trachée. Jusqu'à aujourd'hui, tous les tissus ont été testés, enfin beaucoup d'entre eux, de la vessie, les intestins, les morceaux de plastique et même une autre trachée sans succès. Pour que l'aorte, initialement une artère, remplisse la fonction de trachée et permette le passage de l'air, il faut la rigidifier. C'est le rôle d'un petit tube en silicone inséré à l'intérieur de l'ancienne artère. Le nouvel organe est enveloppé d'un muscle prélevé sur le patient. Cela permet la création de nouveaux vaisseaux et assure la bonne prise de la greffe. Résultat extraordinaire, l'aorte lisse au départ se met à développer des anneaux cartilagineux. En 2 ans, elle se transforme en trachée. On a des patients qui respirent mieux, qui ont évité une mort épouvantable par étouffement. Nous n'avons pas encore le recul suffisant pour dire que le résultat sur le plan de la guérison est acquis, mais on a de très gros espoirs. Depuis 1 an et demi, 3 hommes et une femme de 20 à 46 ans ont été opérés à Lille. Des greffes de trachée qui resteront exceptionnelles, car elles ne concernent pas les cancers liés au tabac. La santé encore. Depuis 10 ans, la prise en charge de la douleur progresse dans les hôpitaux. On en a déjà parlé ici même, mais on a longtemps cru que les nourrissons n'éprouvaient pas la souffrance. Eh bien, une étude récente l'infirme. Désormais, les nouveau-nés ont droit, eux aussi, à des mesures d'accompagnement. Reportage à l'hôpital Necker à Paris. Sophie Mézel, Madi Diawara. Pas un cri, pas un gémissement. Le silence ici est impressionnant. Les nouveau-nés qui sont suivis dans ce service de réanimation ne peuvent rien exprimer de leur douleur. L'intubation bloque leur corde vocale. Pourtant, la souffrance n'est pas loin. Une étude vient de démontrer que ces nourrissons subissent en quelques jours plus de 70 gestes douloureux ou inconfortables. 40% d'entre eux ne sont pas soulagés. Il n'y a pas si longtemps que ça, moins de 20 ans, beaucoup de soignants pensaient que le nouveau-né était incapable de ressentir la douleur. Or, les études récentes montrent que non seulement il est capable de ressentir la douleur, mais en plus, il l'aperçoit d'une façon plus intense parce que ses mécanismes de protection contre la douleur sont immatures. L'aspiration des trachées que l'on voit ici n'est pas toujours simple à soulager. Mais sur ce geste, une petite piqûre du talon qui teste le taux de glycémie, la douleur aurait pu être atténuée et cela n'a pas été fait. C'est probablement en grande partie parce que ce sont des gestes que l'on fait très couramment, que l'on banalise et il faut bien avouer qu'on doit avoir tendance à oublier un petit peu. Ici, dès que c'est possible, de la morphine est injectée au bébé pour atténuer par exemple la souffrance engendrée par l'injection d'eau dans les poumons. Et une multitude d'attentions accompagnent les soins, administrés sur fond de musique douce. Puis après, on essaiera de enlever le plus vite possible ce tube. Ok ? Ces cocons de tissu rappellent les contours rassurants de l'utérus. Les infirmiers y calent des linges imprégnés de l'odeur de la maman et parfois aussi un doudou. Cela ne calme pas la douleur de l'enfant, mais au moins, ça l'apaise. La rentrée universitaire sous le signe des questions, vétusté, fort taux d'échec, décalage avec le marché de l'emploi, comment redonner des couleurs aux facultés. Le rapport de la commission créée juste après la crise du CPE sera remis mardi au gouvernement. Les présidents de facultés sont de plus en plus nombreux, par exemple, à réclamer plus d'autonomie. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nabila Tabouri, Éric Mézy. Il pleut dans la salle de travaux dirigés. C'est pourtant ici que l'université française forme ses futurs pharmaciens. L'électricité est hors norme, la rouille mange les tuyaux de gaz et la hotte aspire juste à être remplacée. Voilà pour le confort. Quant à la sécurité... Vous voyez le panneau électrique ici ? Certaines prises ont brûlé. Moi, un jour, j'ai essayé d'y brancher mon ordinateur portable. Ça a fait des étincelles, je me suis électrocutée. J'ai eu en plus peur de perdre mon ordinateur portable, donc c'est fini. En dépit de ces conditions de travail, l'université attire toujours plus d'étudiants. Il est vrai qu'elle ne pratique pas la sélection.
Conséquence, en France, plus de 41% des étudiants quittent la fac sans diplôme, contre 17% au Royaume-Uni. Beaucoup de gens viennent à l'université parce qu'ils n'ont pas trouvé place dans les classes préparatoires ou dans les systèmes sélectifs. Et donc nous sommes la voiture balai de l'enseignement supérieur, ce qui est totalement inadmissible. Autre particularité française, on forme à guichet fermé sans se soucier des débouchés. 2 exemples. En psychologie, 5500 diplômés par an, la profession en absorbe 6 fois moins. En sport, 45 000 étudiants pour 400 postes à l'arrivée. De nombreux présidents d'université réclament une réforme de l'orientation et une ouverture sur l'entreprise. Je pense qu'il faut éviter de dire que les entreprises et les universités ne vont pas ensemble. Si forcément ils vont ensemble, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs en particulier, ont des liens très forts avec les entreprises. Il faut que ça soit la même chose au niveau des universités. Si vous aviez, Vincent, à développer une compétence chez vous, que diriez-vous? Silence. À l'université de Limoges, le module découverte du monde du travail n'en est qu'à ses balbutiements. Il se résume pour l'heure à simuler un entretien d'embauche et à apprendre à rédiger un CV. Ces étudiants préparent une licence, ils n'ont pour la plupart jamais fait de stage. En fait, on nous fait une tête bien pleine, mais peut-être pas des choses qui nous serviront forcément dans la vie. C'est le gros problème de la faculté aujourd'hui. Ils ont un décalage dans leur discours par rapport aux fonctions, par rapport au salaire, par rapport aux responsabilités. C'est pas parce qu'on a un bac+5 qu'on va être cadre. Dans ce contexte, une université française fait figure d'ovni, Marne-la-Vallée. Ici, depuis 15 ans, on mise sur la professionnalisation. Les étudiants sont priés de multiplier les stages et ils pratiquent l'alternance. C'est le cas de Cindy. Étudiante en gestion, elle passe 2 jours à la fac et 3 en entreprise. Une discipline à laquelle elle se plie volontiers, d'autant qu'elle est payée 1 000 € par mois. C'est aussi consciencieux, savoir que on quitte les étudiants à pouvoir faire trop la fête certainement, ou à se dire aujourd'hui j'ai pas envie d'aller en cours, c'est pas obligatoire et j'y vais pas. Dans l'entreprise, la présence est obligatoire. Nos formations sont fabriquées avec les professions. Fabriquées, ça veut dire qu'on a pensé le contenu avec eux, ça veut dire qu'ils interviennent dans nos formations. À en croire les statistiques, le système fonctionne. Tous les étudiants de cette fac décrochent un emploi dans les 18 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. C'est une première dans le monde de la corrida. Le meilleur torero de la saison espagnole est français. Il s'appelle Sébastien Castella, il a 23 ans, il vient de Béziers et s'est vu décerner le prix Cosio, l'un des plus importants. Michel Montpontet. Il s'appelle Sébastien Castella, 23 ans, visage d'ange, mais caractère de roi. Il est désormais seul au monde, seul au sommet du monde des taureaux. Un monde de soie et d'or, de cordes et de violence. Un monde où jamais aucun Français n'avait régné. Sébastien n'est pourtant pas né le long du Guadalquivir. Ses universités ne sont ni Cadix, ni Cordoue, mais Sérignan ou Bougeant-sur-Libron. Petite place de village où lui seul croyait alors en son destin. Les hommes l'ont couronné, mais les taureaux l'ont jugé. Ce sont eux qui disent sa vérité, eux qui mettent les hommes face à leur peur. Mais Sébastien Castella ne semble jamais avoir peur. Séville, Madrid, Pampelune se rendent devant le phénomène. Il est français peut-être, mais il est aujourd'hui le meilleur. Et pourtant, comment ne pas penser ce soir à Christian Moncouquiol ni Megno II, torero français lui aussi, dont la vie s'arrêta un après-midi de septembre 89. 17 ans plus tard, c'est fait, les Pyrénées n'existent plus. Castella vient cette année, triomphe après triomphe, de les effacer. Football, la Ligue des Champions, Bordeaux ne décolle pas. Les Girondins se sont inclinés 1-0 à domicile hier soir face à Liverpool, but signé du géant anglais Crouch. Les Bordelais sont derniers de leur groupe. Et puis le choc de la soirée, Chelsea-Barcelone a tourné lui aussi à l'avantage des Anglais. 1-0 grâce à ce très beau but de Didier Drogba. Les deux clubs sont en tête du groupe. Chelsea 9 points, Barcelone 4 points. De la pop française qui fait un carton aux États-Unis, ça n'est pas si fréquent. Le groupe s'appelle Phoenix. Si vous ne connaissez pas, vos enfants, en tout cas les plus jeunes, eux connaissent. Et Phoenix présente son 3e album ce soir en concert à Nantes. Olivier Lenuzza, Dominique Bonnet. Oui, parce qu'ils étaient tous en anglais, parce qu'ils avaient un look bien anglais. Ça fait très américain, très anglo-saxon et c'est super. Et pourtant, si Frenchy. Ce groupe est originaire de Versailles.
Phoenix, l'étrange oiseau de la scène musicale. Ses 4 copains ont séduit Américains et Anglais, vendu plus de 400 000 disques à l'étranger. Et pourtant, en France, le groupe prend à peine son envol après 3 albums et 8 années d'existence. On sent qu'il y a une excitation, on sent que là où on va, les concerts sont complets, donc on sent qu'il y a une attente. On a tellement peu tourné en France depuis le début de notre carrière que de tourner en France, c'est devenu assez excitant, assez exotique. Ils se sont connus sur les bancs du collège. À leur début, une maison de disques exige qu'ils chantent en français. Ils refusent. Ce jour-là, à Lyon, des admiratrices assistent aux répétitions, puis rencontrent le groupe. C'est marrant, c'est justement que c'est hyper connu en Angleterre ou au Japon. Middlesbrough. Parmi les fans, une jeune fille venue d'Italie. Il mélange toutes les cultures. Ça me plaît. J'ai connu ça par rapport au film de Sofia Coppola, Lost in Translation. Phoenix joue également dans Marie-Antoinette, le dernier film de Sofia Coppola. Sofia Coppola, charmée par la musique, est depuis tombée amoureuse du chanteur. Ils vivent aujourd'hui ensemble. Marie-Antoinette, Versailles. La révolution Phoenix est en marche. Avant de refermer ce journal, sachez que France 2 vous propose une grande soirée d'information ce soir avec dans quelques minutes à vous de juger autour d'Arlette Chabot et autour d'une question, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Tout un programme, Arlette. Oui, effectivement, c'est la question que se posent des jeunes qui ont découvert, grâce au film Indigène, que leur grand-père ou leur arrière-grand-père a participé à la libération de la France. Et puis il y a comment être français ou être français et vivre ensemble dans ces banlieues dont on parle 1 an après la crise. Et on s'interrogera aussi pour savoir ce qui s'est passé depuis 1 an dans les banlieues. Donc aujourd'hui, nous sommes sans doute beaucoup à vivre dans ce pays différent, de couleurs différentes, de cultures différentes, avec une histoire différente, avec une religion différente, mais effectivement il faut vivre ensemble parce que nous sommes tous français et même électeurs dans quelques mois. Donc à tout de suite. Merci Arlette, à vous de juger, c'est à suivre à partir donc de 20h50. Merci d'avoir suivi ce journal. Dans un instant la météo, Nathalie Riouet. À partir de 23h et non d'1h15, la deuxième partie des années de sang de Charles Anderlin. Très bonne soirée.